Chers abonnés et sauveurs, bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans votre enfance d'avoir peur qu'un monstre vienne vous terroriser en dessous de votre lit? Ou alors lorsque vous étiez en colonie de vacances et que vous entendiez un bruissement à vous glacer le sang? Eh bien rassurez-vous, c'est sans doute que votre imagination. Cependant, au 18e siècle, la région du Gévaudan, qui serait plutôt la région de la Lozère actuelle en France, sera victime d'une série d'attaques menées par une bête sanguinaire. Dans cet épisode, nous allons donc retracer toute l'histoire de la bête du Gévaudan et des mythes qui s'y rattachent. Accrochez-vous, c'est parti! Retournons tout d'abord jusqu'en 1764. La région est hostile, boiseuse et le climat n'est vraiment pas facile. La plupart des petits hameaux est alors alimenté par une population majoritairement fermière. Même si les fiefs qui sont dirigés par des seigneurs sont protégés par des places fortes comme des forteresses ou des châteaux, la pauvreté omniprésente n'aide vraiment pas les États mis en place. Puisque les habitants ne peuvent vivre du simple métier d'agriculteur, ceux-ci doivent coupler leur emploi primaire avec l'un ou plusieurs autres. Certains commencent la culture du chanvre, d'autres pratiquent l'exploitation forestière. On utilise alors le bois pour se chauffer, pour construire des logis, des meubles et des outils en tout genre. Vous l'aurez donc remarqué que, c'est pas toujours chouette de devoir gérer tout ce beau monde. Il est donc pas étonnant que des attaques soient survenues alors même que les autorités n'étaient pas au courant. Mais ne soyons pas naïfs non plus, l'événement du Gévaudan est loin d'être singulier. Car en effet, l'historien français spécialiste en histoire rurale Jean-Marc Morisseau, il affirme que des événements similaires ont été aperçus intérieurement. En effet, dans son œuvre Histoire du grand méchant loup, 3000 attaques en France, Morisseau détaille des événements similaires et antérieurs, notamment celles entre 1715 et 1718, puis entre 1726 et 1730. À cette époque, des flots d'attaques sont remarqués dans le massif du Livradois-Florez. Quelques années plus tard, soit en 1762, une histoire similaire vient paralyser la région du Dauphiné. Un abbé de Laval du nom de Raphaël fera alors une description un poil précise de la bête en question. Il est de la taille d'un très grand loup, couleur de café brûlé un peu clair, ayant une barre un peu noire sur le dos. Le ventre un peu sale, la tête forte grosse et moufline. Une espèce de bourre qui forme une houppe sur la tête et à côté des oreilles. À queue couverte de poils, comme celle d'un loup ordinaire, mais plus longue et la portant retroussée au bout. On peut donc affirmer à juste titre que l'événement du Gévaudan est loin d'être singulier. Mais vous pourriez alors me demander comment se fait-il que l'événement du Gévaudan a tant marqué? Car quand on y pense, les événements précédents auraient tout aussi pu faire la une des journaux, et je vous dirais que vous auriez raison. Mais comme en histoire, c'est jamais simple, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça. C'est donc le 30 juin 1764 que la première victime de ce qui sera considéré plus tard comme étant la bête du Gévaudan sera découverte. À partir de ce moment dans cet épisode, j'invite ceux qui pourraient être choqués lorsqu'on parle de mort violente à quitter soit la vidéo ou à avancer jusqu'au prochain chapitre, car même si je n'ai pas envie de vous dégoûter, il faut quand même en parler. C'est donc à cette triste date qu'une fillette de 14 ans sera découverte au village des Houbacs. Quelques semaines plus tard, une fillette de 15 ans sera également découverte, mais cette fois dévorée. Très vite, le comte de Montcalm, le lieutenant général des armées royales, ordonne la chasse. C'est alors que les compagnies et les régiments qui auront rejoint l'appel de la chasse n'ont aucune idée de ce qu'ils vont chasser. Cependant, par habitude, ils supposent que ce sera encore une fois un Casus lupus, autrement dit un loup. Si avant 1764, les victimes humaines étaient alors moins importantes que bestiales, en l'espace de 3 ans, c'est près de 289 personnes qui seront touchées par les attaques de la bête du Gévaudan. On compte alors 108 décès, au moins 49 blessés et 132 personnes indemnes. La région, qui avait déjà à peine à se remettre de la pauvreté et de la peste de 1720 à 1722, devra alors vivre avec le massacre de sa propre population. Vers la fin de l'année 1764, une certaine Marguerite Maligne sera découverte, cette fois sans sa tête. Quelques semaines plus tard, une demoiselle du nom de Marie Solinac sera découverte dans des circonstances tout aussi étranges. Il faut bien comprendre ici que depuis 1736, un bon nombre de lois a été mis à jour afin de démystifier les meurtres qui étaient de nature criminelle, de nature naturelle ou de nature bestiale. En effet, ici, une question se pose car les deux dernières victimes étaient des femmes et les deux ont été découvertes sans leur tête.
Plusieurs rumeurs partent à droite et à gauche et certains supposent que la bête pourrait être un homme. Malheureusement pour les fans de Sherlock Holmes qui pourraient être parmi vous, cette hypothèse a été très vite écartée due aux premières enquêtes. Pas de bol. Mais vers la fin de l'année, toutes les tentatives de chasse se sont cassées la gueule et c'est un véritable désastre. Dans ce contexte, le petit peuple commence à avoir des doutes et les croyances populaires reprennent de l'ampleur. Il faut bien sûr indiquer que la presse joue un rôle central, car en effet, elle saute tout de suite sur l'occasion et ajoute un petit peu, voire beaucoup de fantaisie à l'histoire. Par exemple, le courrier d'Avignon laisse entendre que la bête aurait traversé la Truère sur ses pattes de derrière. En ce même temps, des colporteurs distribuaient une affiche portant l'illustration d'une créature effroyable. Ces imaginations erronées vont d'ailleurs avoir des conséquences importantes dans la région du Bas-Dauphiné, une région dont j'ai parlé un peu plus tôt. En effet, les ouvriers qui travaillent le verre, donc les verriers, seront alors accusés de lycanthropie. Puisqu'ils utilisent des fours à très haute température, la population suppose qu'ils utilisent de la graisse d'enfant pour les faire fonctionner. Mais il ne faut surtout pas oublier que la population elle-même et la mythologie qui l'accompagne jouent un rôle central dans l'imaginaire collectif. Le petit peuple, et notamment les témoins de la bête du Gévaudan, ne s'entendent pas sur la nature de la bête. En effet, pour certains c'est un loup et pour d'autres tout simplement une hyène. D'ailleurs, qui dit mythologie et croyance dit religion. Ah bah oui, il faut pas penser que le clergé est resté assis dans son coin au chaud à tricoter. Non, non. Depuis des siècles, le loup est craint, et au XIIIe siècle, un certain Pierre de Beauvais, auteur d'un bestiaire, décrit le loup comme tel. Ses yeux brillent comme des bougies, ce sont des œuvres du diable, qui sont belles et puissantes pour les folles gens, et pour ceux qui sont aveugles de cœur. De plus, la Bible présente souvent le loup vêtu d'une peau de brebis afin de se camoufler aux yeux de ses futures proies, et ainsi le loup est souvent présenté de façon négative. La hyène, quant à elle, est également un animal très mal vu. En effet, c'est avec Pline l'Ancien que la bête sera connue en Europe. À cette époque, la hyène est décrite comme ayant un corps d'ours, un cou de renard et la taille d'un loup. De plus, elle dévore également des cadavres, des hommes et des chiens. Pour finir, elle peut même changer de couleur et changer de sexe. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais certainement pas croiser une de ces bêtes. Un peu plus tôt dans l'histoire de l'humanité, durant la Rome antique, les prostituées étaient nommées lupae. Et l'endroit où ils travaillaient était le Lupanaria. Sans doute quelque chose lié avec la tanière du loup. En somme, la grandeur de la bête du Gévaudan vient surtout d'une période passée très religieuse, des mœurs et de la mythologie. Mais elle vient également d'un climat et d'une région tout simplement adaptés aux attaques dans ce genre. Merci d'avoir suivi cet épisode et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Je vous invite alors à laisser un gros like, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.